Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 3e épisode de la saison 2 de notre podcast Tranche de couple. On est comme d'habitude très heureux de vous retrouver pour cet épisode qui va s'intituler de façon fort à propos, vu la température à l'extérieur et le degré d'humidité, les sanglots longs des violons de l'automne. En avant la musique. Et on commence par l'actu, Guillaume ? Alors, rubrique actualité, c'est une rubrique actualité qui concerne la France, même si ça concerne un territoire français qui est situé à plusieurs milliers de kilomètres de la métropole. On va parler ici de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, le 4 octobre dernier, a eu lieu le 2e référendum d'autodétermination prévu par les accords signés en 1998. Ce référendum d'autodétermination vise donc, dans le cadre d'un processus plus large dit de décolonisation de l'île, à proposer aux habitants de l'île d'accéder ou pas à l'indépendance selon ce qu'ils répondent. Ce 2e référendum est passé relativement inaperçu. Il a été assez peu commenté par les médias nationaux. C'est comme pas mal de sujets qui paraissent assez importants, notamment en matière, vu le contexte géopolitique. Ce sujet-là aurait probablement dû avoir une couverture un peu plus large. En tout cas, le non à l'indépendance l'a emporté à 53,26% contre 46,74% pour le oui, ce qui veut dire que ce 2e référendum ne mène pas à un processus d'indépendance pour l'instant. Il y aura en 2022 un 3e et dernier référendum prévu dans le processus de décolonisation. On regardera de très près aussi le résultat parce qu'on était lors du premier référendum en 2018 à 56,7% de non, on est à 53,26%. On se rend donc compte que en fonction de la participation, en fonction de pas mal de choses probablement aussi, localement les résultats changent. On sait donc que dans 2 ans, ce nouveau référendum sera scruté. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire ultramarin, une collectivité française qui est située fort loin de la métropole, mais qui a son importance, notamment stratégique, en termes de zone économique exclusive, notamment dans la mer, puisqu'elle est fixée à 200 000 des côtes, normalement par les conventions internationales. Et elle a été récemment, à la demande notamment de la France, étendue d'ailleurs à 350 000 des côtes en 2015, l'ONU ayant donné un avis favorable à cela. Et c'est notamment grâce à la Nouvelle-Calédonie que la France possède le 2e plus important territoire, la 2e plus importante zone économique exclusive du monde. Voilà, donc c'est entre autres choses, c'est une île qui a une importance stratégique pour notre pays et qu'on scrutera, j'espère, avec un peu plus d'intérêt ce qui se passera dans 2 ans. Voilà, et importance stratégique aussi parce que ça nous permet d'être finalement un pays de la région Pacifique. Présent localement. Présent dans une zone qui est forte de tension, notamment du fait de l'expansion, des velléités expansionnistes de la Chine. Et donc notamment, certains ont peut-être pu être surpris par le choix de l'Australie d'acquérir des sous-marins fabriqués par Naval Group, un industriel français, dans le cadre d'un partenariat stratégique, mais c'est aussi par le fait qu'avec la Nouvelle-Calédonie, la France et l'Australie sont voisins en réalité. Et donc, c'est aussi une réalité. Absolument. Voilà, c'était donc le premier sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Le 2e sujet que je souhaitais aborder, c'est le conflit qui était un conflit larvé depuis pas mal d'années en fait, dans le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, c'est une région de l'Azerbaïdjan, une enclave séparatiste peuplée très majoritairement par des Arméniens. Il y a beaucoup de tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui sont 2 pays que beaucoup de choses opposent, la religion, la culture, l'histoire, la géopolitique. L'Arménie est plutôt liée de son côté, plutôt des liens avec la Russie. L'Azerbaïdjan a beaucoup de liens avec la Turquie. Alors, je dis ça, c'est un peu simplifié, puisque on sait que notamment la Russie
fournit énormément d'armes des deux côtés. Et donc, depuis quelques semaines, il y a un conflit, une guerre en fait, qui s'est rouverte dans cette région de l'Azerbaïdjan séparatiste. C'est donc un conflit qui était larvé, qui a été ponctué depuis plusieurs mois. Enfin, les derniers mois ont été ponctués de tensions, d'escarmouches entre les différentes armées, les armées séparatistes et les armées nationales d'Azerbaïdjan, au Karabagh, mais aussi dans d'autres régions sensibles entre les deux pays. Et puis, des combats ont éclaté formellement le 27 septembre 2020, ils ont provoqué une mobilisation générale et l'application d'une loi martiale dans chacun des deux pays. On est donc sur une escalade assez importante. On est ici dans une région où les tensions sont toujours très importantes, puisqu'on est aux confins du Moyen-Orient avec l'Iran, l'Irak, toute cette région, le nord de l'Irak avec les Kurdes, la Turquie, la Syrie. Voilà, on est dans une région potentiellement poudrière, et disons que ces conflits-là avaient été un peu oubliés ces dernières 10 ans, justement parce que d'autres conflits plus importants avaient pris le dessus, mais ça nous montre que ça reste une région relativement instable. Il y a eu hier, donc le samedi 10 octobre, la signature d'un cessez-le-feu sous l'égide de la Russie. Voilà, on attend un peu de voir ce qui va se passer et si ça va durer, puisque dès quelques heures à peine après le cessez-le-feu, les deux parties commençaient déjà à accuser l'autre d'avoir réouvert les combats. C'est une petite tension, mais qui pourrait mener aussi à une grande déstabilisation dans une région qui n'en a pas forcément besoin. Donc à suivre aussi avec un peu d'attention dans les prochaines semaines, en espérant que les deux parties trouvent des solutions convenables. Voilà, c'était ça pour l'actualité de ces dernières semaines. Max, tu veux nous décrypter l'Europe ? Exactement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une bonne nouvelle. Du Covid. Enfin bref. Alors, bonne nouvelle, effectivement en lien avec le Covid. Enfin, on a une harmonisation européenne des critères d'évaluation de la circulation du virus. Ces dernières semaines, tout comme d'ailleurs au moment de la période la plus active du virus en mars-avril, c'est un grand n'importe quoi, on peut le dire. Hein. Chacun avait sa carte, sa liste. Grand n'importe quoi, c'était chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà. Donc, après de longues semaines de discussion sur la base d'une proposition de la Commission, les pays européens se sont enfin mis d'accord. Alors, mis d'accord officiellement, ce sera lors de la réunion des ministres des Affaires européennes mardi 13 octobre. Mais en tout cas, les modalités sont enfin agréées. Donc, un code de couleur unique, donc vert, orange, rouge, qui correspond à des critères communs. Donc, les trois indicateurs qui permettent d'évaluer la situation d'une zone, c'est d'une part le nombre de nouveaux cas notifiés pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours au niveau d'une région, le pourcentage de tests positifs sur l'ensemble des tests menés durant la semaine écoulée, et le troisième critère, c'est le nombre de tests pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours. Donc, je vous le disais, à partir de ces trois indicateurs communs, on aura une carte unique au niveau européen. Donc ça, c'est quand même une vraie avancée. Et c'est le fameux Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Qui éditait déjà une carte, mais qui n'était pas officielle. Voilà, qui publiera chaque semaine une carte de la situation pour l'ensemble des pays de l'Union au niveau régional. Et alors, un autre élément important, c'est que les États membres se sont mis d'accord pour se donner 48 heures de préavis pour changer les restrictions de voyage pour le cas où la situation devenait plus difficile. Donc par exemple, s'il devait y avoir une quarantaine ou une nécessité d'avoir un test, l'objectif est en effet d'avoir un peu plus de dialogue entre les États membres, et les voyageurs doivent être informés 24 heures avant. Bon, alors, c'est pas non plus la panacée, il faut quand même être tout à fait honnête, parce que on n'aura malheureusement pas une complète harmonisation, parce que chaque État fera une évaluation autonome des mesures à mettre en place.
Mais en tout cas, il y aura peut-être plus de prévisibilité et plus de transparence pour les voyageurs dans l'Union européenne. Il y aura également un formulaire européen unique qui sera à remplir par les voyageurs avant d'entrer dans un pays. Et donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a certaines professions qui sont jugées essentielles, qui sont néanmoins exemptées de quarantaine. Voilà. Et sous des critères qui sont quand même en général derrière assez stricts. Je parle aussi en connaissance de cause, puisque c'est le cas là où je travaille. La quarantaine, les gens ne sont exemptés de quarantaine que dans le cadre des activités, en tout cas en Belgique, que dans le cadre des activités professionnelles, c'est-à-dire que quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont toujours supposés être en quarantaine, ne pas sortir, ne pas rencontrer de gens, ou le moins possible, et ne sortir que pour les choses vitales, c'est-à-dire aller faire des courses pour pouvoir survivre dans leur appartement. Voilà, c'est pas juste, on les exempte de quarantaine, il y a vraiment derrière une volonté de faire en sorte de faciliter le travail et l'économie, tout en restant strict sur les mesures sanitaires. Voilà. Donc pas la panacée non plus, parce que si vous êtes par exemple en Belgique, à Bruxelles, c'est une zone rouge, ça tout le monde le reconnaît et ça sera dans la carte européenne. Mais par exemple, si vous devez vous rendre en Allemagne ou en Grèce, vous n'avez pas les mêmes critères qui s'appliquent à vous, les mêmes restrictions, ça c'est toujours en national. Et enfin, l'Union européenne reste quand même largement fermée aux voyageurs extérieurs, hein, puisqu'il y a seulement une liste assez limitée de pays qui peuvent rentrer dans l'Union européenne, qui inclut maintenant le Canada et la Nouvelle-Zélande, et qui sera revisité au cours du mois d'octobre. Et notamment les États-Unis sont toujours privés de voyage vers l'Union européenne. Voilà. Alors, comme c'est quand même une belle avancée, parce que jusqu'ici, il n'y avait pas de carte commune d'évaluation de la circulation du virus. Et quand même, c'est quand même important pour des gens qui ont un peu l'habitude de voyager, ou dont c'est malheureusement le métier aussi de voyager. Et ça, c'est un peu le cas de Guillaume pour recevoir des gens, et c'est mon cas pour avoir effectivement aussi des collègues qui voyagent, moi-même voyager, ou alors d'avoir des visiteurs venant d'autres pays de l'Union européenne. Absolument. On passe à la dernière info de cette rubrique Actu qui fait notre petite transition, la petite Actu Belgitude. Eh bien oui, Actu Belgitude, on vous en parlait la dernière fois, à Bémousse, gouvernement de plein exercice. Ça y est, en Belgique, depuis donc 2 semaines, voilà, il y a un gouvernement mené par le libéral Alexander De Croo, on en a parlé dans le dernier podcast. Alors bon, félicitations à la Belgique. Pardon. Je dis ça, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'il faut savoir qu'en Belgique, il y a donc au moins, 1, 2, 3, 4... 5 gouvernements différents à différents niveaux. Mon Dieu. Et sur les 5, dans le courant de la semaine passée, il y en a 4 qui se sont retrouvés en quarantaine, mais je dis bien en quarantaine l'ensemble du gouvernement. Donc le gouvernement flamand, le gouvernement bruxellois, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque l'un ou l'autre membre de ce gouvernement a été testé positif au coronavirus. Donc voilà, on est bien content dans ces cas-là d'avoir un gouvernement de plein exercice au niveau fédéral pour pouvoir gérer ce que les autres ne peuvent pas gérer via Zoom, quoi. Pardon. Ah oui, c'est aussi ça, la réalité des choses. Mais en tout cas, après combien de temps, Guillaume ? 1 an et demi, 2 ans, 2 ans j'ai plus le nombre de jours exacts, mais 570 ou quelque chose comme ça, 570. Ah, c'est hallucinant quand même. Allez, on passe à la rubrique vie de couple. Alors cette semaine, de quoi on parle ? On va parler de faire attention à pas se marcher dessus. Ah, c'est vrai qu'en ces temps aussi où on passe beaucoup de temps à la maison, y compris pendant nos temps de travail. On a vécu quand même 1 mois et demi enfermés à 2 dans la maison, entre mi-mars et début mai, avant de commencer à pouvoir sortir de façon un peu plus facile. Et puis, et on le savait déjà avant, mais on l'a aussi découvert là, c'est important que chacun ait son espace et qu'on essaye de ne pas se marcher dessus. Alors, c'est aussi important de faire des choses ensemble, mais même quand on fait ces petites choses ensemble, il faut qu'on apprenne aussi qu'il y en a un des deux, et nous, dans nos caractères, c'est pas toujours facile, qu'il y en ait un des deux qui prenne la direction des opérations, n'est-ce pas ? Ça peut prendre
des formes tout à fait anodines, comme par exemple changer une lampe, ou à deux, parce que là, il faut qu'il y en ait un qui tienne, percer un trou, enregistrer un podcast. Voilà, il peut y avoir plein de choses sur lesquelles finalement on est très content de faire des choses tous les deux, parce que voilà, ça fait aussi partie de la vie de couple, de partager ce genre de choses. Et en même temps, il faut être conscient des limites de l'autre. Alors voilà, on apprend à s'écouter, on apprend à s'engueuler un peu aussi, et puis à essayer très vite de déminer. On a appris, nous, en 10 ans, en plus de 10 ans maintenant, à déminer assez vite. On le fait de mieux en mieux. On a encore pas mal de travail à faire là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est sûr. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir avoir chacun son espace. On en avait déjà parlé. Pour nous, c'était ce qui nous a permis de passer un confinement pas trop désagréable. C'est quand même effectivement d'avoir eu chacun notre espace pour travailler. Mais je crois qu'au-delà de la question du travail, c'est bien aussi de savoir un peu donner d'espace à l'autre. Enfin, si on est en permanence l'un sur l'autre, ça, en tout cas pour nous, ça fonctionnerait pas. On serait, je pense, les nerfs seraient vite à vif. Je crois que c'est important aussi de savoir être attentif à l'autre, de sentir quand c'est un peu le moment d'être moins taquin ou de lui laisser un peu plus d'espace. Voilà, parce qu'on on est tous humains, on a tous des jours avec et des jours sans, ou des moments où on n'a rien envie de faire, ou au contraire on a envie de faire plein de choses, et les moods ne sont pas toujours alignés, on va dire. Les moods. Ouais. Les esprits ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. On est parfois... voilà, il faut apprendre, encore une fois, à écouter et à détecter les petits signaux envoyés par l'un ou l'autre. Donc finalement, j'ai un peu l'impression que c'est c'est un peu un cliché, ou c'est pas un cliché, mais c'est un lieu commun, mais la communication dans le couple, c'est essentiel. Absolument. Et alors pour vous qui êtes dans un petit appartement, et ça nous est arrivé, on a vécu 3 ans et demi dans un 28 mètres carrés à Paris, avec une chambre et un salon et une toute petite cuisine. C'est beaucoup plus difficile. Alors si on a la chance de ne pas être coincé chez soi, il y en a un qui peut aller prendre l'air quand il y a besoin, et ça nous est arrivé aussi. Sinon, acheter une bonne paire un casque, des écouteurs, mettez-vous dans votre bulle. Créez-vous une bulle. Voilà. Mais bon, écoute, voilà, on vous avait dit que quand on vous parlerait de notre vie de couple, c'était pas forcément que pour vous raconter combien on s'aime et combien on est non, mais ça, il n'y ensemble. a pas de question, on s'aime, il n'y a pas de problème, mais par contre, il faut savoir, on va s'aimer, pardon, il faut savoir... Il pète des câbles. Là, ce serait peut-être le moment que tu ailles, je sais pas, sortir, prendre l'air, Guillaume. Ouais, c'est ça. Non, on s'aime, mais il faut savoir aussi avoir chacun son indépendance et ses moments de tranquillité. Ça ne nous empêche pas d'ailleurs de faire quand même, d'avoir découvert une activité formidable à faire à deux. Ouais, alors vous vous en souvenez, on vous en avait parlé déjà il y a quelques temps. Dans nos jeux, il y a aussi les jeux vidéo qu'on aime bien aussi, avec Guillaume et moi qui avons des centres d'intérêt un petit peu différents. On vous avait dit que Guillaume était un grand fan notamment de Age of Empires ou de Flight Simulator, donc le simulateur de vol. Et puis moi, j'étais un peu plus récemment sur GTA, je sais pas comment raconter ça, un jeu d'aventure, non, je sais pas comment on qualifierait ça, GTA. GTA, voiture, armes, pam pam boum boum. Ouais, c'est ça. Je schématise, mais c'est l'idée. Voilà, c'est un jeu un peu de gangster, on va dire. C'est ça. Et on était un peu frustrés parce que on avait du mal à trouver un jeu où on pouvait jouer tous les deux. Et en fait, c'est aussi ça qui est sympa. Moi, j'ai jamais eu de console de jeu quand j'étais jeune.
Mais que ce soit chez des amis ou à l'internat, on avait des consoles de jeux, et donc ça m'est arrivé de jouer à plusieurs, et j'ai toujours trouvé que c'était des moments sympas. Je sais pas si Guillaume, t'avais des J'ai expériences. pu jouer à la console, je dois dire, quand j'étais enfant. Ça n'était pas forcément mon dada. Ah, tu préfères les livres. Et donc, T'es voilà. bien content de relire mes Christian Jacques maintenant qu'on a une bibliothèque. C'est vrai. Oui, j'ai beaucoup lu Christian Jacques. On lit aussi les mêmes livres, parfois en parallèle, ce qui nous pose quelques soucis aussi. Quand Max décide qu'il se met à lire, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Pardon, je remets les choses dans l'église, au milieu de la place du village, de la piscine. C'est Max qui m'a piqué mes bouquins que j'étais dans ma série de livres que j'étais en train de lire. Voilà. Je me suis rendu compte au bout du 3e que lui était déjà arrivé à la fin du 2e. Donc finalement, j'ai été sympa, je l'ai laissé passer devant. Non, tu travaillais et moi j'ai lu pendant ce temps-là. Enfin bon, on va pas réécrire l'histoire. Donc tout ça pour revenir aux jeux vidéo. Vous savez qu'on a craqué pour une Switch cet été. Et donc on a notamment acheté le jeu Mario Kart. Alors Mario Kart, c'est un classique. Vous connaissez tous, enfin même ceux qui connaissent pas les jeux vidéo, je pense, ont entendu parler de Mario Kart. L'objectif, c'est de faire des courses de véhicules, parce que c'est pas vraiment des voitures, hein. Chacun son buggy ou sa moto ou sa chaussure ou voilà. Enfin, c'est assez fun avec plein de circuits. Et le gros avantage de Mario Kart, c'est que on peut jouer à plusieurs, y compris en local. Donc c'est-à-dire tous les deux avec Guillaume, on peut jouer devant l'écran de télé qui est coupé en deux. Et voilà, donc on voulait juste vous parler de ça parce que c'est un petit jeu très sympa qui est, ma foi, très utile ou très agréable avec les jours pluvieux qu'on connaît. Et puis aussi, c'est vrai que comme on a moins de contacts sociaux du fait des conditions actuelles, on passe plus de temps à la maison. Et donc, se poser sur le canapé à jouer à Mario Kart alors qu'il pleut dehors, avec un bon petit thé si on ne le renverse pas sur la table, c'est plutôt sympathique. Absolument. Bah oui, voilà. C'est aussi une façon qu'on a trouvé de faire quelque chose ensemble. Vous voyez, autant on peut faire du sport, autant on peut faire des choses un peu plus intellectuelles, des jeux de société ou des jeux devant la télé. Dans tous les cas, c'est très important pour nous de faire des choses ensemble parce que ça nous apprend aussi à continuer à découvrir l'autre et on en a pour toute une vie, à mon avis, à finir par se connaître complètement l'un l'autre. Ouais, j'ai découvert que Guillaume pouvait être très vilain en m'envoyant des boules rouges pour me faire exploser et passer devant moi au Mario Kart, alors que j'allais gagner. Hein? Oui, mais bon, t'avais qu'à pas me passer devant, je veux dire, t'étais prévenu. Hein. Voilà, c'était assez drôle. Voilà, c'était pour le 2e sujet de notre rubrique vie de couple. Alors le 3e, je dois reconnaître que j'en avais pas la paternité. Il me paraît un peu bizarre. En même temps, ça fait une belle transition vers notre rubrique découverte, n'est-ce pas? Puisque nous allons vous parler de quelque chose qui fait partie de notre vie de couple, mais aussi de la rubrique découverte. Nous sommes donc le dimanche 11 octobre aujourd'hui, et je crois qu'on peut dire que la saison des raclettes est lancée, n'est-ce pas Max? Ah ouais, c'est clair. C'est assez... Bon, alors, j'ai fait les courses le week-end dernier, j'ai acheté de la raclette parce que, voilà, je me suis dit, ah tiens... le mauvais temps arrive, l'hiver, tout ça. On se gèle. On s'est retenu tout l'été pour pas manger de raclette. D'ailleurs, on a fait une petite exception à Chamonix. On a mangé une raclette d'été à Chamonix. Voilà, une raclette d'été. Ah, bien sûr, ça existe. C'est pas plus léger qu'une raclette d'hiver. C'est comme une raclette d'hiver, mais c'est en été. Voilà. Je sais pas. Et donc, voilà, hier soir. Après, c'est vrai que on a continué notre petit rythme d'aller 3 jours à la salle cette semaine. Et puis c'est pas en commençant les raclettes qu'on va diminuer, je te préviens. Mais du coup, voilà, c'est aussi, on peut se permettre de manger une petite raclette qui est quand même, pas le plat le plus léger du monde. Et on s'est rendu compte que quand même, on n'était pas les seuls. Il y a un nombre de photos sur les réseaux sociaux qui sont passées depuis hier. Donc si vous vous reconnaissez, sachez que nous, on vous a vu, on sait que vous avez mangé des raclettes hier soir, que vous étiez nombreux, et nous, on a fait exactement pareil, avec beaucoup de plaisir, et un petit Riesling alsacien. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être la référence, mais un petit
Riesling de 2013, qui était bien plaisant également avec la salade. Et oui. Donc, écoutez, on peut vous dire, si vous avez mangé une raclette ce week-end, envoyez-nous une photo. Absolument. Allez, on passe à notre dernière rubrique. Guillaume, rubrique découverte, aujourd'hui, c'est toi qui nous fait découvrir quelque chose ? Alors, je ne vais pas forcément vous faire découvrir quelque chose. Je vais revenir sur un sujet dont on a parlé au tout début du confinement, ou pendant le confinement en tout cas, et sur le fait que beaucoup d'artistes, musiciens, acteurs, se sont trouvés, à cause du confinement, dans les réseaux sociaux, une façon aussi de se faire connaître, reconnaître et de se promouvoir, tout en restant et de rester actifs en fait pendant une période où ils ne pouvaient rien faire sur scène, où la scène leur a été fermée jusqu'à quasiment pour beaucoup jusqu'au mois de septembre. Là, on commence seulement à reprendre les activités culturelles, en tout cas ici à Bruxelles, depuis le début du mois de septembre, mais avant c'était absolument vide. Et donc il y a eu tout cet engouement autour des Facebook Live, autour des pas mal sur Instagram, sur des petites vidéos courtes, qui paraissaient et qui étaient d'ailleurs probablement une très bonne idée pour justement maintenir ce lien avec le public, parce que pour un artiste, c'est aussi fort important de maintenir le lien avec le public et de toujours montrer que l'on est actif et qu'on tient à son public. Par contre, ce qui était une bonne idée en période de confinement, quand les gens ne pouvaient pas sortir, ne doit pas aujourd'hui devenir quelque chose qui rentre dans l'air du temps, notamment si c'est du gratuit. Je m'appuie pour cette rubrique sur un article qui est paru dans le magazine Larsen. Le magazine Larsen, c'est le magazine de l'actualité musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un chouette magazine qui paraît tous les 2 mois au sujet des actualités justement musicales de la Wallonie et de Bruxelles. Et dans cet article, dans l'édition septembre-octobre, il y a un article Facebook Live, stop ou encore, où en gros on écrit noir sur blanc qu'il faut se méfier aussi de toutes ces activités gratuites. Et je vous encourage vous aussi, en tout cas si vous assistez à des activités gratuites, de tout faire pour aussi, de ne pas faire que du gratuit, mais à côté de ça, d'aller au théâtre, d'acheter vos places pour aller à l'opéra, écouter un concert, bref, de toujours se souvenir que quand un artiste fait un Facebook Live, c'est souvent, même si pour lui ça ne lui coûte rien, il ne va rien pour autant, il ne va rien recevoir comme argent en retour. Et ce qui était une chouette idée pour rester proche du public à un moment donné où tout le monde en avait besoin pendant le confinement, doit rester quelque chose de marginal, et il faut aujourd'hui évoluer vers des formats qui ne lient pas, en tout cas, qui ne soient pas complètement gratuits, pour que les artistes puissent obtenir une rémunération décente. On sait notamment que le streaming n'est pas forcément une solution pour ça, parce que les artistes touchent des sommes qui sont extrêmement limitées. Par contre, le fait d'aller au théâtre, il y a certaines possibilités aussi de payer en ligne pour assister à un concert sur des plateformes en musique classique comme Mezzo, comme certaines d'autres chaînes de musique classique, ou pas d'ailleurs. Je vous encourage donc à sortir, à payer vos billets, à payer vos places, à soutenir les artistes, et surtout se dire que on dit souvent, il y a eu un adage qui dit quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et ben, on n'a pas très envie que les artistes deviennent le produit d'une gratuité, puisque c'est la meilleure façon de les faire disparaître. Et je terminerai en citant un chiffre d'une étude menée par une organisation, un syndicat d'artistes au Royaume-Uni, qui a donc, à la suite d'une étude très large, qui a été faite dans le courant de l'été, a découvert qu'en fait 35% des artistes, des chanteurs, notamment des musiciens au Royaume-Uni, étaient prêts aujourd'hui à arrêter leur carrière parce qu'ils n'ont plus les moyens, dans l'état actuel des choses, de survivre. Alors on est au Royaume-Uni dans une façon d'aborder l'art qui est encore tout à fait différente de celle qu'on a chez nous, mais pour autant on n'en est pas très loin. Et ça montre combien, si on veut pouvoir continuer à sortir et à découvrir de nouveaux artistes et à se faire plaisir au concert ou au théâtre,
combien il faut qu'on soit tous vigilants et attentifs à soutenir aussi cette industrie qui ne peut pas que passer et que dépendre des subventions publiques. Merci Guillaume. Je crois que c'est un message important et c'est vrai que dans ce monde de gratuité qu'on connaît, c'est important de passer ce message-là. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou un like sur YouTube. On vous l'avait annoncé et c'est maintenant une réalité. Notre podcast a une page Facebook, Tranche de couple. On vous mettra le lien sur Twitter, Twitter, Facebook. N'hésitez donc pas à vous abonner à la page. Vous aurez à chaque fois la publication de l'épisode et puis c'est l'opportunité pour vous de nous mettre des messages ou alors de repartager dès qu'un épisode est publié. On promet, on va essayer d'être plus actifs. Et on compte sur vous pour faire découvrir ce podcast. Ce podcast est donc diffusé le lundi tous les 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous. Sortez masqués si c'est nécessaire. Prenez soin des autres. Et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.